Et s'ils avaient pu la voir comme nous le faisons en ce moment, du haut d'un magique hélicoptère temporel, il est probable que Rome impériale serait ainsi apparue aux yeux de ses empereurs. Nous sommes au début du IIe siècle après Jésus-Christ, et c'est le grand Trajan qui en est l'empereur. Rome est alors à l'apogée de sa splendeur architecturale, et l'empereur au sommet de son règne. Le nom de Rome domine le monde entier connu à l'époque. Le bassin méditerranéen, l'actuelle Europe occidentale et orientale, les côtes africaines et le Moyen-Orient, jusqu'à la mer Caspienne. Sa culture, sa langue, sa technologie ont transformé des terres primitives en des colonies riches et cultivées. La ville compte presque 1,5 million d'habitants et elle est enrichie par une centaine de temples et monuments fastueux. Un réseau de 9 aqueducs lui fournit plus d'1 million de mètres cubes d'eau chaque jour, eau qui permet d'alimenter des thermes capables de recevoir plus de 1000 personnes ensemble. Le cœur de la ville est celui d'où nous nous rapprochons et qui correspond au panorama que chaque touriste peut admirer des terrasses du Capitole, le Forum romain. Un lieu célèbre et fascinant que l'œuvre du temps a sans pitié dégradé et décoloré, mais qui, à l'époque, devait apparaître dans toute son éblouissante splendeur. Et c'est ici que se déroulait la plus grande partie de la vie publique. Dans la curie, le Sénat élaborait les lois. Dans les basiliques, les tribunaux administraient la justice. Dans les grands temples, on rendait honneur aux dieux. Dans les amphithéâtres, les angoisses et les tensions se défoulaient. Et dans les bibliothèques, l'on conservait et l'on perpétuait la première grande culture de l'histoire. Cela peut paraître étrange, mais sur cette ère de l'antique Rome, à 2 pas du palais impérial, où se déroulaient les principales fonctions publiques de l'État, les Romains venaient également jouer. Par exemple ici, à côté de cet imposant édifice, la basilique Julienne, qui a été construite par le grand Jules César. Le nom basilique ne doit pas nous induire en erreur. En réalité, les basiliques romaines n'avaient rien à voir avec les grandes églises chrétiennes qui apparaîtront ensuite. Il s'agissait de monumentaux édifices destinés aux activités publiques, comme les transactions économiques, et surtout l'administration de la justice. C'est justement à l'intérieur de la basilique julienne que l'on débattait des cas qui attiraient beaucoup le peuple, toujours à la recherche de nouveautés piquantes et scandaleuses. Le peuple romain, même s'il était très éduqué pour l'époque dont nous parlons, était extrêmement litigieux, et les salles des tribunaux n'étaient jamais assez grandes. Les pauses entre une audience et l'autre étaient nombreuses et longues. Aussi, pour occuper le temps, on avait sculpté sur les gradins des jeux d'échecs et autres jeux variés que nous pouvons admirer encore aujourd'hui. Mais venez, l'entrée est libre. La basilique avait des dimensions imposantes. Longue de plus de 80 mètres, elle était divisée en 5 nefs et, selon l'usage de l'époque, n'avait pas de séparation sur 3 des 4 côtés. Elle donnait directement sur l'extérieur. C'est ici que délibérait le tribunal des centumvirs, et grâce à des divisions faites par des tentures, l'on réussissait à s'occuper de 4 cases à la fois. Comme nous l'avons dit, les audiences étaient publiques et le peuple accourait en masse pour y assister, surtout lorsque d'importants personnages y étaient mêlés, dans une cohue et une confusion que nous pouvons facilement imaginer. Nous avons vu que cette zone de Rome était peut-être la plus fréquentée et la plus chaotique de la ville. Et pourtant, à 2 pas d'ici, il y avait un lieu dans lequel aucun Romain n'aurait jamais pénétré, le temple de Vesta. Les Vestales
Ces jeunes filles choisies dès l'enfance dans les familles patriciennes étaient les éléments de l'unique collège sacerdotal féminin romain, dont la fondation remontait aux origines de la ville. Il paraît même que Rhea Silvia, la mythique mère de Romulus et Rémus, eût été une vestale de famille royale. Leur tâche était de maintenir perpétuellement allumé le feu sacré, conservé à l'intérieur d'un petit temple dédié justement à la déesse Vesta. Le temple était constitué d'un podium de marbre de 15 mètres de diamètre environ, au centre duquel se trouvait la cellule entourée de colonnes corinthiennes. Les vestales devaient exercer leur tâche durant 30 ans, et elles étaient vouées à la chasteté sous peine de mort. En échange, elles jouissaient de moyens financiers et de prestige immenses. Elles avaient les places d'honneur dans les spectacles, et pour les tombes placées à l'intérieur de la ville. La tradition voulait même qu'un condamné à mort fût gracié s'il avait rencontré une vestale. Elle logeait dans un grand édifice contigu au temple, construit autour d'un grand atrium. Il s'agissait d'un grand jardin rectangulaire qui était entouré d'un vaste portique de colonnes. Sous le portique étaient installées les statues des Vestales Maximes, c'est-à-dire les doyennes du collège. Tout autour se dressaient les chambres, la cuisine et de nombreuses salles de bain équipées de chauffage. Une atmosphère de luxe comparée à l'austérité de nos couvents. À côté de la zone classique du Forum romain, commencèrent à apparaître à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ d'autres forums, chacun voulu par un grand personnage de l'époque. Ils se développèrent selon un plan urbanistique précis qui cherchait à créer des centres d'intérêt commun où le peuple puisse participer à la vie publique. C'étaient donc des lieux recherchés par les puissants de l'époque, qui voyaient en eux la possibilité de manifester et célébrer au maximum leur pouvoir. Et pour cela, ils n'hésitaient pas à dépenser d'énormes sommes. Même Auguste, le premier empereur de Rome, voulut édifier son forum. Celui-ci naquit même d'un vote fait plusieurs années auparavant, à la veille de la bataille des Philippes, celle durant laquelle moururent Brutus et Cassius, les assassins de Jules César. Le forum d'Auguste fut inauguré en l'an 2 avant Jésus-Christ. Il n'était pas majestueux comme celui que construira Trajan, mais il était dominé par un imposant temple dédié à Mars Vengeur, assez important. Le forum était le siège des prêtres de Mars, qui y célébraient différents rites. Les sénateurs, eux, utilisaient certains endroits particuliers pour y conserver dans des coffres forts leurs biens personnels. Tout l'ensemble qui jouxtait l'ère du forum romain naquit comme un centre représentatif, destiné à glorifier l'empereur et sa puissance. Et c'est ici que le Sénat se réunissait pour les déclarations de guerre et de paix, et sur son autel, les gouverneurs faisaient des sacrifices avant de partir pour les provinces. Et c'est ici en outre que l'on dressait les statues des généraux vainqueurs, alors que les cariatides symbolisaient les nations soumises. Les dimensions du temple étaient considérables, comme le démontrent les ruines de 3 des 8 énormes colonnes corinthiennes originales, hautes de 15 mètres. Nous devrons attendre pourtant un autre siècle encore pour voir se réaliser à côté du Forum Auguste le plus spectaculaire et imposant des forums romains, celui de Trajan. Quand le grand empereur décida d'édifier un ensemble qui dépassa en grandeur tous les précédents, le problème fut celui de trouver l'espace adéquat. Restant fidèle à son caractère de fer, Trajan n'hésita pas à faire raser une colline entière, celle qui divisait le Capitole du Quirinal. L'ouvrage fut colossal.
considérant que le niveau de la colline rasée correspondait à la hauteur de la célèbre colonne qui domine encore aujourd'hui les ruines du forum. Plus de 30 mètres. Le forum de Trajan, conçu de manière à ressembler à un campement militaire romain, est construit autour d'une immense place de 300 mètres de long sur 185 mètres de large. Son aspect majestueux en fit tout de suite un des principaux centres administratifs de la ville. On y promulguait les lois, on y accueillait les délégations étrangères, et c'est là que se déroulaient les conférences, les cérémonies impériales et religieuses. Le joyau de ce forum était, nous l'avons dit, la célèbre colonne qui porte le nom de Trajan. L'intérieur en est creux, et un escalier permet de parvenir jusqu'au sommet, qui aujourd'hui est orné d'une statue de Saint-Pierre, alors qu'à l'époque, on pouvait y admirer une statue représentant Trajan. La colonne est complètement enveloppée d'une frise en relief de 200 mètres de long, sur laquelle se déroule une extraordinaire représentation des scènes des deux guerres combattues victorieusement par Trajan contre les Daces, un peuple fier qui habitait la Roumanie actuelle. Il s'agit vraiment d'un film de marbre, comme Italo Calvino l'a défini, un chef-d'œuvre de la sculpture de tous les temps qui nous permet de revivre comme un merveilleux film antique les différentes phases de la campagne. À l'époque, la colonne était entourée par plusieurs édifices, un temple dédié à Trajan et 2 bibliothèques, des fenêtres desquelles il devait être possible d'admirer de plus près les événements de l'époque. Mais l'édifice le plus important du forum était la basilique Ulpia, œuvre du grand architecte Apollodore de Damas. La basilique était la plus grande de Rome. Elle mesurait en fait plus de 170 mètres sur 60. L'intérieur était vraiment grandiose. Il était divisé en 5 nefs, délimitées par des fils de colonnes en granit et marbre cipolin. En haut, une grande frise représentait des victoires en train de sacrifier des taureaux ou d'orner les candélabres de guirlandes. Le pavement était en marbre, aux couleurs variées, disposé en figures géométriques. Même cette basilique n'avait pas de fonction religieuse. Les cérémonies religieuses de masse se déroulaient en principe dans les temples ou en plein air. Les édifices comme celui-ci étaient des lieux de rencontre et de représentation, destinés surtout aux fonctions judiciaires, mais aussi à des cérémonies différentes, comme celles organisées pour l'affranchissement des esclaves, c'est-à-dire leur libération, qui se déroulaient dans un endroit contigu à la basilique. La dernière basilique que nous visiterons est certainement la plus célèbre de toutes celles conservées jusqu'à notre époque. Cette fois encore, nous sommes en présence d'un édifice grandiose, commencé au début du IVe siècle par l'empereur romain Maxence, dont le nom restera lié au travers des siècles à la célébrité de l'édifice. Mais ce fut Constantin, qui l'avait destitué après la bataille de Ponte Milvio en 312, qui complétera l'ouvrage de manière superbe. La construction dressée sur la voie sacrée, à mi-chemin entre la place du Forum romain et le Colisée, occupait un espace de 100 mètres sur 65, plus ou moins les dimensions d'un terrain de football. On pénétrait à l'intérieur par 2 entrées. L'entrée monumentale se trouvait sur la voie sacrée et était constituée d'un portique solennel orné de 4 grandes colonnes de porphyre dressées au sommet d'un grand escalier.
La nef centrale avait plus de 30 mètres de haut et était recouverte par 3 immenses voûtes croisées qui reposaient sur des colonnes de presque 15 mètres de hauteur. Le côté nord de la nef se terminait par une abside, dans laquelle s'ouvraient de grandes niches pour statues, encadrées de colonnettes reposant sur des consoles sculptées. Dans l'abside de la nef centrale était située une colossale statue assise de Constantin, et qui, avec ses 13 mètres de haut, donne bien l'idée de ce que devaient être les dimensions de l'édifice. L'intérieur se complétait de 2 ailes latérales, chacune composée de 3 pièces, recouvertes par de puissantes voûtes aux plafonds en caisson. De superbes marbres colorés décoraient le pavement, et sur les 2 étages s'ouvraient d'énormes fenêtres permettant l'illumination des pièces. Comme beaucoup d'autres grands monuments romains, l'immense masse de la construction en fit, entre le Moyen-Âge et la Renaissance, une des carrières de matériaux de construction les plus saccagées de l'antique Rome. Jusqu'à la dernière de ces colonnes, qui fut prélevée en 1613 par le pape Paul V pour la faire ériger sur la place Sainte-Marie-Majeure, où elle se dresse encore aujourd'hui. Eh bien, il se fait tard. C'est l'heure de grimper jusqu'au Palatin. Aujourd'hui, nous sommes invités par l'empereur. Et bien sûr, il n'est pas question de le faire attendre. L'amphithéâtre Flavien, voulu par l'empereur Vespasien et inauguré en 80 après Jésus-Christ par son fils Titus, était le cœur de la ville et était destiné à devenir, par son importance, le symbole même de la grandeur de Rome. Pour le construire, il fallut 100 000 mètres cubes de travertin, une caravane de plus de 200 chars par jour qui, durant 5 années consécutives, firent le trajet en partant des lointaines carrières de Tivoli. Et pourtant, ces constructeurs réussirent à terminer l'œuvre colossale en 8 ans seulement. Pour magnifier le monument, on ne regarda pas à la dépense. L'anneau externe a une hauteur de presque 50 mètres et des centaines d'arcades le constellaient, chacune étant ornée d'une statue. Le soin esthétique des architectes inconnus qui l'imaginèrent se remarque aussi à travers les différents styles utilisés pour réaliser les chapiteaux des demi-colonnes qui terminaient les arcades des 3 premiers étages. Stylisé dorique le premier, élégant ionique le second et raffiné corinthien le troisième. Mais il est grand temps pour nous de pénétrer à l'intérieur, car le spectacle va commencer.
L'intérieur était vraiment grandiose, à la hauteur de sa réputation. Les dimensions en sont vraiment extraordinaires pour l'époque. Il est de forme ovale, et le diamètre majeur de l'ellipse est de 188 mètres contre les 156 du diamètre mineur. Les voûtes des escaliers étaient peintes en or et pourpre. Les couloirs dallés en marbre et décorés par d'innombrables mosaïques. Les cloisons qui séparaient étaient même serties de pierres précieuses. L'amphithéâtre pouvait contenir plus de 50 000 spectateurs assis, lesquels, en cas d'urgence, pouvaient s'écouler vers la sortie en quelques minutes. L'immense arène était divisée en 4 zones de gradins, toutes minutieusement numérotées et subdivisées par catégories sociales. Voici un détail plutôt curieux. Les femmes occupaient la partie la plus haute des gradins, peut-être pour éviter le plus possible une promiscuité qui pouvait provoquer de graves désordres. Malgré les dimensions, la vision était parfaite de chacune des places, et un immense filet protégeait les spectateurs des attaques éventuelles des animaux féroces. Tout l'amphithéâtre était recouvert les jours de soleil par un immense vélarium qui permettait de garantir ombre et fraîcheur à tous les spectateurs. Son déploiement nécessitait un effort grandiose, même si sa dynamique est entourée de mystères. Probablement, un grand anneau métallique était soulevé par des centaines de cordes qui faisaient pivot sur des perches fixées au sommet du dernier étage. Sur tout cela, on déroulait de grandes voiles de tissu grâce à une grandiose opération collective effectuée par plus de 1000 marins experts de la flotte impériale de Mycène. Et pendant que les spectateurs s'excitaient et se surchauffaient en assistant aux exploits des gladiateurs, sous l'immense plancher de bois recouvert de sable qui formait l'arène, un monde souterrain dramatique et frénétique organisait le prochain spectacle. Dans les souterrains de l'amphithéâtre, en fait, des centaines d'animaux d'espèces différentes étaient manœuvrés et canalisés vers la sortie dans l'arène à travers d'ingénieux toboggans et monte-charges. Et il ne s'agissait pas, peut-on dire, d'animaux pacifiques, si l'on pense qu'outre les classiques lions, on faisait combattre dans l'arène des éléphants, des ours, des taureaux, mais aussi des autruches et des crocodiles. En revanche, ce que les Romains ne virent jamais furent le martyre des chrétiens, qui, si l'on en croit la tradition historique, semblent ne jamais avoir été sacrifiés dans cette arène. Par contre, des milliers de gladiateurs le furent, mais il s'agissait de vrais professionnels de la guerre et de la mort, qui très souvent devenaient de véritables idoles pour la foule, et étaient jalousement protégés par leurs entraîneurs, pour lesquels ils pouvaient représenter de véritables mines d'or. Et c'est sur le souvenir de ces hommes forts et résignés à leur destin que nous quittons l'instant d'histoire que nous avons revécu. Un instant qui appartient à de lointains souvenirs, mais auquel tous les hommes de notre civilisation doivent d'une façon ou d'une autre quelque chose.